Elle a nourri ses enfants exclusivement avec son propre lait maternel jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 17 ans, absolument convaincue que c'était la seule façon de les protéger de la malédiction qui dévorait sa lignée depuis des siècles. Avant de commencer ce voyage troublant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville nous regardez-vous en ce moment? J'adorerais savoir d'où vous suivez cette histoire qui va glacer votre sang dans vos veines. Préparez-vous à découvrir l'un des secrets les plus obscurs jamais documentés dans l'histoire française. Un cas qui est resté enterré dans des archives poussiéreuses pendant des décennies, protégé par le silence et le pouvoir de l'une des familles les plus influentes du XIXe siècle. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur la dynastie Valmont va transformer complètement votre perception sur jusqu'où l'être humain peut aller lorsqu'il est aveuglé par la cupidité et l'obsession du pouvoir. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous retourner l'estomac et vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour familial et le sacrifice. L'hiver de 1846 arriva particulièrement cruel dans la région de la vallée de la Loire. Les montagnes qui entouraient le domaine des Valmont se sont enveloppées d'un brouillard permanent qui semblait aspirer tout espoir de cet endroit. La propriété s'étendait sur des lieues interminables de vignobles et de terres agricoles, chaque parcelle représentant une brique supplémentaire dans la forteresse de richesse que la famille avait construite à travers les générations. Au centre de cette immensité de pouvoir et d'argent se dressait un manoir en pierre de proportions intimidantes. Ses murs gris témoignaient silencieusement de plus de 200 ans d'histoire tachés par des secrets inavouables. À l'intérieur de ces murs vivait Cécilia Valmont, une femme de seulement 31 ans qui portait dans ses yeux verts une tristesse si profonde qu'elle semblait capable d'engloutir le monde entier. Ses cheveux noirs comme la nuit la plus sombre étaient toujours tirés en un chignon serré qui lui donnait une apparence sévère, mais c'était son ventre volumineux qui révélait le véritable poids qu'elle portait. Enceinte pour la 6e fois consécutive, Cécilia sentait grandir en elle non seulement un enfant, mais une terreur paralysante qui la consumait jour après jour sans aucune pitié. Parce que Cécilia avait découvert quelque chose que personne ne devrait jamais savoir. Des mois auparavant, lors d'une nuit d'insomnie pendant que Raphaël, son mari, ronflait lourdement à ses côtés, elle était descendue dans la cave interdite du manoir où étaient conservés les documents ancestraux de la famille. Là, parmi des coffres poussiéreux et des meubles recouverts de draps fantomatiques, elle trouva une collection de registres méticuleusement préservés qui révélaient la vérité terrifiante sur la lignée Valmont. Des lettres jaunies par le temps, des actes de mariage raturés, des journaux intimes de matriarches décédés depuis longtemps, tout convergeant vers une réalité monstrueuse qui expliquait parfaitement la souffrance qu'elle témoignait quotidiennement. La famille Valmont n'était pas simplement riche et puissante comme tout le monde le croyait. Derrière la façade de respectabilité et de prospérité se cachait une pratique abominable qui se répétait génération après génération depuis le milieu du XVIIe siècle. Des mariages arrangés entre frères et sœurs, des cousins qui s'unissaient à des cousines, des oncles qui épousaient des nièces, tout planifié froidement avec un seul objectif diabolique en tête: maintenir la fortune familiale absolument intacte, sans division, sans dilution, concentrée entre les mains de très rares héritiers soigneusement sélectionnés. Le patriarche fondateur de cette tradition maudite s'appelait Laurent Valmont, un aristocrate qui s'installa dans la région en 1648, apportant avec lui non seulement de l'or et une ambition démesurée, mais aussi une philosophie cruelle sur la préservation du patrimoine qui façonnerait le destin sanglant de toute sa descendance. Négociant astucieux et complètement dépourvu de scrupules moraux, Laurent perçut rapidement que diviser ses terres et richesses entre plusieurs enfants affaiblirait inexorablement le pouvoir de la famille Valmont. Sa solution fut aussi simple que monstrueuse: forcer ses propres enfants à se marier entre eux, créant une lignée fermée où le sang resterait pur et la fortune éternellement concentrée.
Le premier mariage consanguin se déroula en 1673, unissant Rodolphe Valmont à sa propre sœur biologique Béatrice lors d'une cérémonie secrète célébrée par un prêtre corrompu qui reçut une somme obscène pour garder le silence absolu. De cette union interdite naquirent 4 enfants, dont 3 présentaient des difformités visibles depuis la naissance. Le premier-né avait un bras visiblement plus court que l'autre et des doigts fusionnés comme s'ils étaient faits de cire fondue. La deuxième fille naquit avec une fente palatine qui rendait son alimentation normale impossible. Mais Laurent Valmont ignora solennellement ces aberrations, les attribuant au destin capricieux ou à la volonté divine incompréhensible, n'admettant jamais la connexion évidente entre sa décision monstrueuse et les conséquences dévastatrices. Cécilia trembla violemment en se remémorant les documents horrifiants qu'elle avait découverts cette nuit fatidique. Des registres de sages-femmes décrivant des accouchements de plus en plus compliqués et douloureux. Des enfants mort-nés avec des corps tordus dans des positions anatomiquement impossibles. Des bébés qui naissaient en respirant mais mouraient en quelques heures ou jours, leur petite vie s'éteignant comme des bougies dans une tempête. Des survivants marqués par des déficiences mentales sévères, des déformations physiques progressives, des maladies inexplicables qui consumaient leur corps prématurément. Et pourtant, décennie après décennie, siècle après siècle, la famille Valmont persista sur cette route pavée de souffrances infantiles et de morts prématurées. Son propre mariage avec Raphaël Valmont, elle le comprenait maintenant avec une horreur croissante, n'était qu'un maillon supplémentaire dans cette chaîne maudite. Raphaël était son cousin germain. Détail qui, à l'époque du mariage arrangé, quand elle n'avait que 15 ans, semblait insignifiant. Comment aurait-elle pu imaginer la vérité macabre cachée sous la surface de normalité soigneusement construite? Les 5 enfants qu'elle avait déjà mis au monde portaient tous les marques indéniables de cet héritage empoisonné. Michel, l'aîné maintenant âgé de 12 ans, souffrait de convulsions violentes qui le terrassaient sans avertissement, faisant convulser son corps au sol pendant que de l'écume s'échappait de sa bouche. Son développement mental s'était arrêté à 7 ans, le laissant éternellement prisonnier d'une enfance dont il ne pourrait jamais s'échapper. Isabelle, à 10 ans, avait une courbure de la colonne vertébrale si prononcée que son corps semblait constamment se plier sur lui-même, chaque mouvement causant des douleurs lancinantes qui la faisaient pleurer jusqu'à l'épuisement complet. Les jumeaux Gabriel et Sophie, maintenant âgés de 8 ans, étaient nés avec des malformations cardiaques congénitales qui nécessitaient une surveillance médicale constante et les laissaient constamment essoufflés au moindre effort. La petite Laure, seulement 4 ans, présentait une surdité profonde accompagnée d'une fragilité osseuse qui rendait chaque chute potentiellement catastrophique. Mais le plus terrible pour Cécilia était de constater que malgré ces signes évidents et dévastateurs, son mari Raphaël refusait obstinément d'établir le moindre lien entre l'état de leurs enfants et les pratiques ancestrales de la famille. Il préférait accuser l'air vicié de la campagne, les humeurs malignes qui circulaient dans la région, ou même la colère d'un dieu vengeur, plutôt que d'admettre la vérité qui crevait pourtant les yeux de quiconque osait vraiment regarder. Cette nuit glaciale d'hiver, alors que le vent hurlait contre les volets du manoir comme une bête enragée cherchant à entrer, Cécilia prit une décision qui allait bouleverser irrémédiablement le cours de l'histoire familiale. Elle ne pouvait plus se taire dans un silence complice. Elle ne pouvait plus laisser cette malédiction se perpétuer sans opposer la moindre résistance. L'enfant qu'elle portait dans son ventre méritait infiniment mieux que cet héritage empoisonné qui condamnait les innocents avant même leur premier souffle. Elle descendit lentement l'escalier principal qui menait à la bibliothèque où Raphaël consultait ses registres de propriété comme il le faisait rituellement chaque soir après le dîner copieux. L'homme de 47 ans, aux cheveux déjà complètement gris et au visage marqué par une vie d'excès et d'indifférence morale, leva à peine les yeux quand sa femme entra dans la pièce aux murs tapissés de livres anciens.
Son regard distrait trahissait son manque total d'intérêt pour quoi que ce soit qui ne concernait pas directement ses affaires financières et la gestion de son immense patrimoine. « Raphaël, il faut absolument que nous parlions, » dit-elle d'une voix tremblante qui trahissait la tempête émotionnelle qui faisait rage dans son cœur brisé. « Cela peut-il attendre, ma chère ? J'ai des comptes extrêmement importants à vérifier avant demain matin, répondit-il, sans même prendre la peine de tourner pleinement son visage vers elle. Non, cela ne peut absolument plus attendre un seul jour de plus, l'interrompit-elle avec une fermeté qui le surprit visiblement. Il s'agit de nos enfants, de cet enfant que je porte actuellement, et de tous ceux qui pourraient venir après nous si nous ne changeons rien immédiatement. Raphaël posa finalement sa plume d'oie avec une lenteur calculée et tourna vers elle un regard agacé qui ne cachait pas son irritation face à cette interruption inopportune de sa routine sacrée. « Que veux-tu dire exactement par là ?» demanda-t-il d'un ton sec qui ne présageait rien de bon. Cécilia s'approcha de lui avec détermination. Les documents qu'elle avait soigneusement cachés pendant des mois pressaient fermement contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. J'ai trouvé des papiers dans la cave interdite, des registres méticuleux, des correspondances anciennes. Raphaël, sais-tu vraiment qui nous sommes véritablement? Comprends-tu ce que nos ancêtres ont fait pendant 2 siècles entiers? Le visage de son mari se durcit instantanément, comme si un masque de pierre avait soudainement remplacé ses traits humains. Où as-tu trouvé exactement ces documents? Tu n'avais absolument aucun droit de fouiller dans les archives familiales sans ma permission explicite et formelle. « Alors tu savais ?» s'exclama-t-elle, ses derniers doutes s'envolant définitivement comme de la fumée dans le vent. « Tu savais pour les mariages entre frères et sœurs, pour la consanguinité systématique, pour absolument tout. Et tu n'as jamais rien dit, tu m'as laissé mettre au monde ces enfants en sachant parfaitement ce qui les attendait. » Un silence de plomb s'installa dans la bibliothèque, lourd comme une pierre tombale sur un cercueil fraîchement enterré. Raphaël se leva lentement de son fauteuil en cuir, sa corpulence imposante projetant une ombre menaçante sur les murs lambrissés, couverts de portraits d'ancêtres dont les yeux peints semblaient juger silencieusement la scène qui se déroulait sous leur regard impassible. « Ce que tu as découvert ne doit jamais, tu m'entends bien, jamais sortir de cette maison, Cécilia. Notre famille a survécu 3 siècles entiers, grâce précisément à ces arrangements soigneusement orchestrés. Notre fortune colossale, nos terres immenses, notre position sociale inattaquable, tout cela existe uniquement grâce aux sacrifices calculés de nos ancêtres visionnaires. » Des sacrifices? Cécilia éclata d'un rire amer et hystérique qui résonna étrangement dans la pièce silencieuse. Tu oses appeler ça des sacrifices légitimes? Regarde nos enfants, Raphaël. Regarde vraiment Michel qui ne pourra jamais mener une vie normale et indépendante. Isabelle qui souffre atrocement chaque jour qui passe. Gabriel et Sophie dont les cœurs défaillants peuvent s'arrêter à tout moment. Laure qui vit dans un monde de silence complet. Est-ce que tu vois réellement leur souffrance? Est-ce que tu comprends vraiment ce que nous leur avons fait en les mettant au monde? Raphaël contourna son bureau massif et s'approcha dangereusement de sa femme, le visage durci par une colère froide qui ne laissait transparaître aucune trace d'empathie ou de remords. Nos enfants sont vivants et bien vivants. Ils ont un toit solide au-dessus de leur tête, de la nourriture en abondance sur leur table, un avenir financièrement assuré quoi qu'il arrive. Combien de familles paysannes peuvent honnêtement en dire autant dans ce pays déchiré par la misère? « Mais à quel prix inhumain ?» cria Cécilia, les larmes coulant abondamment sur ses joues pâles. « À quel prix monstrueux, Raphaël ?» La gifle claqua violemment dans le silence oppressant de la bibliothèque, résonnant comme un coup de fouet. Cécilia porta immédiatement la main à sa joue brûlante, choquée jusqu'au plus profond de son âme par la violence soudaine et inattendue de son mari. C'était la toute première fois qu'il osait lever la main sur elle en plus de 15 années de mariage arrangé. « Tu vas immédiatement oublier tout ce que tu as découvert dans cette maudite cave, » dit-il d'une voix glaciale qui ne laissait place à aucune discussion possible.
Tu vas ranger soigneusement ces documents exactement là où tu les as trouvés et nous n'en reparlerons plus jamais. L'enfant que tu portes naîtra comme les autres avant lui, grandira comme les autres et perpétuera fidèlement notre lignée glorieuse. C'est notre destin inéluctable, Cécilia, c'est notre devoir sacré envers nos ancêtres. Mais Cécilia, malgré sa joue douloureuse et son cœur complètement brisé en 1000 morceaux, savait avec une certitude absolue qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait découvert. Cette nuit-là, tandis que Raphaël ronflait bruyamment à ses côtés comme si de rien n'était, elle caressa tendrement son ventre arrondi et murmura une promesse solennelle à l'enfant qu'elle portait. « Je te protégerai de toutes mes forces, mon petit ange innocent. Quoi qu'il puisse m'en coûter personnellement, je briserai cette malédiction ancestrale qui dévore notre famille depuis trop longtemps. » Elle ignorait encore à ce moment précis que sa promesse désespérée allait déclencher une série d'événements dramatiques qui révéleraient au grand jour le secret le plus sombre jamais caché dans toute l'histoire de France. Avant de continuer cette histoire bouleversante, j'ai une petite question pour vous qui m'écoutez en ce moment. Avez-vous déjà ressenti dans votre propre vie familiale ce poids écrasant des secrets non dits, ces non-dits, qui pèsent sur les épaules comme des pierres invisibles? Partagez votre ressenti dans les commentaires, car vos témoignages personnels créent une communauté où personne ne se sent seul face à ces fardeaux. Et si cette histoire vous touche profondément comme elle m'a bouleversé en découvrant ces archives oubliées, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des secrets historiques que nous déterrons ensemble des ténèbres du passé. Le printemps de 1847 apporta avec lui des changements bien au-delà des simples murs épais du manoir Valmont. Des troubles révolutionnaires grondaient dangereusement dans les grandes villes françaises, menaçant de renverser l'ordre établi depuis des décennies. Mais dans la paisible campagne de la vallée de la Loire, ces bouleversements politiques semblaient étrangement lointains face aux drames personnels qui se jouaient dans l'intimité douloureuse de la famille Valmont. Cécilia avait accouché en mars d'un petit garçon qu'elle avait prénommé Alexandre, avec l'espoir secret que ce prénom puissant lui donnerait la force de surmonter l'héritage maudit qui coulait dans ses veines. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, le nouveau-né paraissait miraculeusement sain à première vue. Aucune déformation visible immédiatement apparente, aucun signe évident du mal héréditaire qui affligeait cruellement les autres enfants. Cette apparente normalité aurait logiquement dû rassurer la jeune mère épuisée, mais elle ne faisait paradoxalement qu'intensifier ses inquiétudes profondes. Elle savait pertinemment que les effets dévastateurs de la consanguinité ne se manifestaient pas toujours immédiatement à la naissance. Parfois, ils attendaient patiemment des mois ou même des années avant de révéler leur visage hideux. Dr Émile Fontaine, le médecin de famille, qui avait assisté avec compétence à l'accouchement difficile, observait lui aussi l'enfant avec une attention particulière qui trahissait ses préoccupations professionnelles. Homme de science rigoureux, âgé de 58 ans et formé dans les meilleures universités parisiennes où il avait étudié sous la direction des plus grands esprits médicaux de l'époque, il avait été profondément intrigué par les nombreuses anomalies inexplicables qu'il avait constatées chez les enfants Valmont au fil des longues années de pratique. Ses connaissances médicales, bien qu'encore sévèrement limitées par les contraintes de l'époque pré-scientifique, lui permettaient néanmoins de soupçonner fortement qu'il ne s'agissait absolument pas de simples coïncidences malheureuses ou de caprices du destin comme le prétendait obstinément Raphaël Valmont. Lors de sa visite de contrôle bimensuelle effectuée avec sa rigueur habituelle, Dr Fontaine examina longuement et minutieusement le petit Alexandre avec ses instruments rudimentaires. L'enfant de 4 mois gazouillait apparemment normalement, suivait correctement les objets colorés du regard, avec curiosité, réagissait de manière appropriée aux stimuli sonores et tactiles. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable dans son développement global préoccupait sérieusement le médecin expérimenté qui avait appris à faire confiance à son intuition clinique forgée par des décennies d'observation patiente. « Madame Valmont,
dit-il finalement, en rangeant soigneusement ses instruments dans sa sacoche de cuir usée par les années. Puis-je vous poser quelques questions délicates sur l'histoire médicale détaillée de votre famille et celle de votre époux? Cécilia, qui berçait doucement Alexandre contre son sein, sentit immédiatement son cœur s'accélérer dangereusement dans sa poitrine. « Que voulez-vous savoir exactement, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait stable, malgré la panique qui montait inexorablement en elle. « J'ai remarqué au fil de mes nombreuses consultations que vos enfants présentent tous sans exception des particularités médicales inhabituelles. Michel avec ses crises convulsives récurrentes et son retard de développement mental prononcé. Isabelle avec sa scoliose progressive qui s'aggrave malgré tous nos efforts thérapeutiques. Gabriel et Sophie avec leurs malformations cardiaques congénitales identiques. Laure avec sa surdité complète et sa fragilité osseuse préoccupante. Et maintenant Alexandre qui semble extérieurement sain, mais dont le développement me paraît, subtilement décalé par rapport aux normes que j'observe habituellement chez les nourrissons de son âge. Le médecin s'installa confortablement dans le fauteuil face à elle, ses yeux perçants et bienveillants fixés intensément sur le visage blême de Cécilia, qui luttait visiblement pour maintenir son sang-froid. « Avez-vous connaissance de maladies héréditaires particulières dans votre famille d'origine ou celle de votre mari ?» Cécilia hésita longuement, son esprit tourmenté pesant frénétiquement les risques et les bénéfices potentiels de révéler la vérité terrifiante qu'elle portait seule depuis des mois interminables. Depuis sa confrontation violente avec Raphaël, près d'1 an auparavant, elle n'avait plus jamais osé aborder ouvertement le sujet explosif des archives familiales compromettantes. Son mari avait fait murer définitivement l'accès à la cave, où elle avait découvert les documents révélateurs, prétextant hypocritement des problèmes graves d'humidité qui menaçaient la structure du bâtiment. Mais les révélations qu'elle avait faites continuaient de la hanter impitoyablement jour et nuit, sans lui laisser un seul instant de répit. « Docteur », commença-t-elle finalement d'une voix hésitante qui tremblait malgré tous ses efforts pour la contrôler. Si je vous confiais quelque chose d'extrêmement grave en invoquant le secret médical le plus strict, seriez-vous légalement tenu au silence absolu ? Dr Fontaine hocha gravement la tête avec la solennité d'un prêtre recevant une confession. Bien entendu, madame, absolument tout ce que vous me direz restera strictement entre nous. Vous avez ma parole d'honneur la plus sacrée. Cécilia prit une profonde inspiration, qui sembla aspirer tout l'air de la pièce et raconta absolument tout au médecin stupéfait. Les documents ancestraux qu'elle avait découverts par hasard, les mariages consanguins qui se perpétuaient méthodiquement depuis 2 siècles entiers, les déformations et maladies héréditaires qui frappaient impitoyablement chaque nouvelle génération sans exception aucune. Dr Fontaine l'écouta religieusement sans l'interrompre une seule fois, son visage normalement paisible se durcissant progressivement à mesure qu'elle révélait l'ampleur véritablement monstrueuse de l'horreur familiale qu'elle décrivait avec des détails de plus en plus précis et accablants. « Mon Dieu tout-puissant !» murmura-t-il gravement quand elle eut finalement terminé son récit épuisant. « Madame Valmont, ce que vous me décrivez là avec une telle précision n'est rien d'autre que de la consanguinité systématique pratiquée délibérément sur plusieurs générations successives. Les conséquences médicales sur la descendance peuvent être absolument catastrophiques et irréversibles. La science moderne commence tout juste à comprendre les mécanismes héréditaires qui expliquent ces tragédies familiales. « Je le sais parfaitement bien maintenant », s'exclama Cécilia, les larmes jaillissant enfin librement de ses yeux fatigués. Mais comment puis-je mettre fin à ce cycle infernal? Comment puis-je véritablement protéger Alexandre et tous les enfants qui pourraient potentiellement venir après lui si rien ne change radicalement? Le médecin se leva lentement de son fauteuil et se dirigea vers la haute fenêtre donnant sur les jardins impeccablement entretenus du manoir, où les enfants Valmont jouaient sous la surveillance constante et vigilante de leur gouvernante dévouée. Michel, malgré ses 12 ans révolus, jouait maladroitement avec des jouets simplistes destinés aux tout-petits, son retard mental sévère
l'empêchant cruellement d'apprécier les activités normales correspondant à son âge chronologique. Isabelle, assise douloureusement à l'écart sur un banc de pierre, regardait ses frères et sœurs avec une envie déchirante, sa colonne vertébrale horriblement déformée, lui interdisant formellement de courir et de jouer librement comme eux. Gabriel et Sophie restaient prudemment près de la gouvernante, leur respiration déjà laborieuse, après seulement quelques minutes d'activité physique légère, témoignant de la faiblesse chronique de leur cœur mal formé. La petite Laure observait silencieusement les autres enfants depuis son univers de silence complet et isolé, incapable de participer pleinement au jeu qui nécessitait la communication verbale qu'elle ne pouvait pas entendre. « Il faut agir rapidement et de manière décisive, Madame Valmont », dit finalement Dr Fontaine, avec une détermination nouvelle qui transforma complètement son expression habituellement douce. Cette situation catastrophique ne peut absolument plus perdurer un seul jour supplémentaire. Les connaissances médicales évoluent rapidement et nous comprenons de mieux en mieux les dangers mortels de la consanguinité répétée. Mais comment votre mari réagit-il exactement face à ces révélations accablantes ? Cécilia baissa honteusement la tête, incapable de soutenir le regard interrogateur du médecin. Il refuse catégoriquement d'en entendre parler le moindrement. Il affirme que c'est notre destin inéluctable, notre devoir sacré envers la famille. Il menace même explicitement de me faire interner dans un asile pour aliénés si j'ose évoquer encore une seule fois ce sujet devant qui que ce soit. Dr Fontaine fronça profondément les sourcils, son esprit analytique évaluant rapidement la gravité exceptionnelle de la situation dans toutes ses dimensions médicales, éthiques et légales. Et les autres membres de la famille étendue, vos beaux-parents, les oncles, les tantes, sont-ils tous complices actifs de cette pratique abominable ou simplement ignorants de la vérité? Ceux qui savent la vérité se taisent obstinément par intérêt financier évident, répondit amèrement Cécilia. Ceux qui ne savent pas préfèrent manifestement ne jamais poser les questions dérangeantes dont ils redoutent secrètement les réponses. La fortune colossale des Valmont achète énormément de silence complice, docteur. L'argent a cette capacité extraordinaire de fermer les bouches et d'aveugler les consciences. Un plan audacieux commença progressivement à germer dans l'esprit fertile du médecin qui avait consacré toute sa carrière à soulager la souffrance humaine partout où il la rencontrait. Il entretenait des contacts précieux à Paris dans les cercles médicaux les plus avancés, des confrères brillants travaillant dans les grands hôpitaux universitaires, des scientifiques visionnaires qui s'intéressaient passionnément aux maladies héréditaires et aux mystères encore obscurs de la transmission génétique. Peut-être pourrait-il discrètement alerter les autorités compétentes, mobiliser la justice pour intervenir au nom des enfants innocents, faire éclater publiquement ce scandale qui rongeait une famille entière depuis trop longtemps. Mais il savait également pertinemment que la famille Valmont disposait d'appuis politiques extrêmement puissants dans toute la région et même au-delà. Il faudrait absolument procéder avec la plus grande prudence imaginable pour éviter que le scandale ne soit étouffé avant même d'avoir pu éclater au grand jour. « Madame Valmont, dit-il finalement, en se rasseyant face à elle avec une expression grave et déterminée. Accepteriez-vous que j'examine beaucoup plus attentivement et systématiquement tous vos enfants, sans exception, que j'établisse un rapport médical extrêmement détaillé et scientifiquement irréfutable de leur état de santé actuel et de l'évolution prévisible de leur pathologie? À quoi cela servirait-il concrètement ? Demanda-t-elle, avec une pointe d'espoir fragile qui osait enfin renaître dans sa voix brisée. À constituer des preuves médicales incontestables, à documenter scientifiquement et objectivement les conséquences dévastatrices de la consanguinité dans votre famille sur plusieurs générations. Ces preuves solidement établies pourraient un jour prochain servir de base légale pour changer radicalement les choses et protéger les enfants futurs. Cécilia regarda longuement le petit Alexandre qui dormait paisiblement dans ses bras, son visage angélique ne trahissant rien des possibles maux qui pourraient se révéler dans les mois ou années à venir.
D'accord, docteur, je vous fais entièrement confiance, mais il faudra impérativement faire cela en secret, le plus absolu. Raphaël ne doit absolument rien savoir de nos intentions véritables, sinon il vous interdira définitivement l'accès au manoir, et mes enfants perdront le seul médecin qui se soucie réellement de leur bien-être. Les semaines qui suivirent virent Dr Fontaine multiplier stratégiquement ses visites au manoir Valmont sous divers prétextes médicaux parfaitement plausibles. Officiellement, il venait surveiller attentivement la santé fragile du petit Alexandre et prodiguer des soins palliatifs aux maux chroniques des autres enfants qui nécessitaient une attention médicale constante. En réalité, il constituait méthodiquement et secrètement un dossier médical absolument complet et détaillé de la famille Valmont, qui documentait scientifiquement chaque symptôme, chaque anomalie, chaque signe révélateur de la dégénérescence héréditaire progressive. Ces observations cliniques minutieuses s'avéraient encore plus terrifiantes que ce qu'il avait initialement redouté dans ses pires hypothèses. Michel présentait non seulement un retard mental sévère et permanent, mais également des troubles graves de coordination motrice qui s'aggravaient progressivement avec l'âge, ainsi que des crises d'épilepsie de plus en plus fréquentes et violentes qui menaçaient sérieusement sa vie à chaque épisode. Isabelle souffrait d'une scoliose évolutive, particulièrement agressive, qui risquait dangereusement de compromettre ses fonctions respiratoires vitales dans un avenir relativement proche, si rien n'était fait pour ralentir sa progression inexorable. Gabriel et Sophie développaient des complications cardiaques supplémentaires inquiétantes, leur système circulatoire défaillant ne parvenant manifestement plus à assurer correctement l'oxygénation de leurs organes essentiels. Laure, au-delà de sa surdité complète et irréversible, montrait des signes préoccupants de fragilité osseuse extrême qui la rendaient vulnérable aux fractures, même lors d'impacts minimes. Quant au petit Alexandre, qui avait initialement semblé miraculeusement épargné par la malédiction familiale, il présentait malheureusement un développement psychomoteur significativement retardé qui inquiétait profondément le médecin expérimenté. À 6 mois, l'enfant ne parvenait toujours pas à tenir sa tête correctement sans support, ne montrait aucun intérêt pour attraper les objets qu'on lui présentait, et son regard semblait parfois étrangement vague, comme s'il ne fixait rien de précis dans son environnement immédiat. Mais le plus troublant restait encore à venir dans cette histoire déjà suffisamment sombre. En août de cette même année 1847, Cécilia découvrit avec une horreur absolue qu'elle était à nouveau enceinte d'un 7e enfant. La nouvelle la terrifia littéralement au point qu'elle envisagea sérieusement de mettre fin à sa grossesse par n'importe quel moyen disponible, pratique extrêmement dangereuse et formellement illégale à l'époque qui pouvait lui coûter la vie. Dr Fontaine la dissuada fermement de prendre ce risque mortel, lui promettant solennellement de l'accompagner et de la soutenir tout au long de cette nouvelle épreuve déchirante qui s'annonçait déjà comme la plus difficile de toutes. Raphaël accueillit l'annonce de cette 7e grossesse avec une satisfaction évidente et presque obscène, y voyant naïvement la preuve irréfutable que sa lignée prestigieuse continuerait indéfiniment à prospérer et à dominer. Il ignorait totalement les tourments psychologiques dévastateurs de sa femme et les observations médicales de plus en plus alarmantes du docteur Fontaine. Pour lui, les difficultés persistantes de ses enfants n'étaient que des épreuves temporaires et surmontables que la fortune familiale colossale permettrait facilement de gérer sans conséquences majeures à long terme. Mais l'automne allait brutalement apporter son lot de révélations dramatiques qui changeraient absolument tout. Dr Fontaine, en fouillant méthodiquement dans les archives médicales régionales conservées dans divers hôpitaux et institutions religieuses de la région, découvrit des documents historiques qui jetaient un éclairage totalement nouveau et encore plus sinistre sur l'histoire véritable des Valmont. Des témoignages détaillés de médecins et chirurgiens du XVIIIe siècle, des rapports d'autopsie réalisés sur des membres décédés de la famille, des correspondances confidentielles entre confrères discutant du cas médical extraordinairement complexe
et fascinant de cette lignée maudite. La vérité s'avérait infiniment plus horrible que tout ce qu'avait imaginé Cecilia dans ses pires cauchemars nocturnes. Non seulement les mariages consanguins se perpétuaient méthodiquement depuis exactement 2 siècles complets, mais ils avaient directement causé littéralement des centaines de morts prématurées d'enfants, de fausses couches répétées, de mortinescences traumatisantes, de suicides désespérés d'adolescents et de jeunes adultes incapables de supporter le fardeau de leur existence mutilée. La famille Valmont n'était pas simplement marquée superficiellement par la consanguinité comme on pourrait marquer du bétail, elle était littéralement rongée de l'intérieur par elle comme un cancer métastasé qui dévorait silencieusement chaque cellule saine. Et le pire aspect de cette découverte dévastatrice était probablement que certains membres influents de la famille, parfaitement conscients des conséquences médicales catastrophiques de leur pratique matrimoniale, avaient délibérément et cyniquement choisi de perpétuer cette tradition maudite, génération après génération, préférant froidement sacrifier la santé et la vie de leur propre descendance innocente, plutôt que de voir se diviser et se diluer le patrimoine familial accumulé avec tant de cupidité aveugle. Dr Fontaine comprit alors avec une clarté aveuglante qu'il ne s'agissait plus simplement d'une affaire médicale nécessitant des soins appropriés, mais d'un véritable scandale moral et criminel qui pourrait potentiellement ébranler profondément toute la société française si l'information venait à être rendue publique. Il fallait agir rapidement et de manière décisive avant qu'une nouvelle génération d'enfants innocents ne paie le prix exorbitant de cette folie héréditaire institutionnalisée. L'automne de 1847 marqua un tournant absolument décisif dans l'affaire scandaleuse des Valmont, qui commençait à prendre une ampleur insoupçonnée. Dr Fontaine avait finalement pris contact de manière confidentielle avec plusieurs de ses confrères parisiens les plus respectés, leur transmettant discrètement mais systématiquement tous les éléments médicaux qu'il avait patiemment rassemblés au cours des derniers mois d'investigation secrète. L'un d'entre eux, le docteur Jean-Baptiste Moreau, éminent spécialiste des maladies héréditaires, exerçant à l'hôpital de la Charité et professeur reconnu à la faculté de médecine, avait été particulièrement fasciné et horrifié à la fois par ce cas d'école parfait de consanguinité systématique, pratiqué délibérément sur une aussi longue période historique. Parallèlement à ces développements médicaux, Cecilia vivait sa 7e grossesse dans une angoisse mentale absolument totale qui menaçait sérieusement sa santé psychologique déjà fragile. Les mouvements de l'enfant qu'elle portait lui semblaient étrangement différents de toutes ses grossesses précédentes, beaucoup plus faibles et erratiques, comme si le bébé lui-même sentait déjà le poids écrasant de l'héritage maudit qui l'attendait inexorablement à sa naissance. Dr Fontaine, qui la suivait médicalement avec une attention redoublée et une sollicitude sincère, partageait secrètement ses inquiétudes grandissantes, sans oser les exprimer trop ouvertement pour ne pas aggraver davantage son état émotionnel déjà précaire. C'est précisément dans ce contexte extrêmement tendu qu'un événement complètement inattendu vint soudainement bouleverser l'équilibre déjà fragile de la famille éprouvée. Marguerite Valmont, la sœur cadette de Raphaël, âgée de 42 ans et qu'on n'avait plus revue depuis près de 20 années entières, fit son retour spectaculaire et inattendu au manoir familial qu'elle avait juré de ne jamais revoir de sa vie. Marguerite avait courageusement fui la propriété familiale étouffante en 1827, le jour même de ses 22 ans. Refusant absolument et catégoriquement le mariage arrangé que ses parents autoritaires voulaient impitoyablement lui imposer avec son propre cousin Germain, selon la tradition familiale bien établie. Elle s'était courageusement installée à Lyon, où elle avait librement épousé un architecte respecté, nommé Pierre Beaumont, menant pendant 2 décennies une vie bourgeoise, paisible et épanouie, loin des pratiques malsaines de sa famille d'origine. Le couple heureux avait eu 4 enfants magnifiques, tous parfaitement sains, physiquement et mentalement, prospérant dans les affaires familiales d'architecture qui se développaient remarquablement bien dans la ville, en pleine expansion industrielle.
Mais la mort récente et brutale de son mari bien-aimé dans un accident de chantier l'avait laissée veuve, avec des enfants encore relativement jeunes et des difficultés financières importantes qui l'obligeaient maintenant à revenir demander l'aide matérielle de sa famille d'origine malgré toute la répugnance que cela lui inspirait. Son retour au manoir familial fut accueilli avec un mélange complexe de méfiance profonde et de curiosité malsaine par Raphaël, qui n'avait jamais véritablement pardonné à sa sœur rebelle sa désobéissance flagrante aux règles familiales sacrées et son rejet public de leurs traditions ancestrales. Cécilia, elle, vit immédiatement et instinctivement dans l'arrivée providentielle de Marguerite une alliée potentielle inestimable dans sa lutte solitaire et désespérée contre la malédiction qui rongeait impitoyablement la famille. La sœur de Raphaël était manifestement une femme intelligente, cultivée et dotée d'un esprit critique aiguisé qui avait vécu 20 années entières loin de l'influence toxique et de l'emprise psychologique familiale. Elle pourrait peut-être comprendre la gravité de la situation et apporter son soutien moral et pratique dans cette bataille qui semblait de plus en plus perdue d'avance. Les retrouvailles émotionnelles entre les deux belles-sœurs eurent lieu un soir pluvieux d'octobre, dans le salon de musique poussiéreux du manoir, où personne ne jouait plus depuis des années. Raphaël était parti inspecter personnellement les vignobles éloignés avec le régisseur de la propriété, laissant exceptionnellement les deux femmes seules ensemble avec tous les enfants qui jouaient calmement près de la grande cheminée où crépitait un feu réconfortant. Marguerite découvrit alors pour la toute première fois de sa vie l'étendue véritablement catastrophique des dégâts physiques et mentaux causés par les pratiques familiales qu'elle avait instinctivement fuies 2 décennies auparavant. « Mon Dieu miséricordieux, Cécilia !» murmura-t-elle d'une voix étranglée par l'émotion, en observant attentivement les enfants qui jouaient maladroitement près du feu chaleureux. Que leur est-il donc arrivé pour qu'ils soient dans un tel état? Cécilia, enceinte de 8 mois maintenant et complètement épuisée physiquement et émotionnellement par l'angoisse constante, fondit immédiatement en larmes libératrices devant cette femme qui semblait enfin capable de voir et de comprendre la réalité horrible qu'elle vivait quotidiennement. « Ils sont tous gravement malades, Marguerite, tous irrémédiablement marqués et handicapés par notre maudit héritage familial que personne n'ose jamais nommer ouvertement. »« De quoi parles-tu exactement ?» demanda Marguerite en s'asseyant près d'elle et en lui prenant doucement mais fermement les mains dans les siennes avec compassion. Cécilia raconta alors en détail à sa belle-sœur absolument tout ce qu'elle avait découvert près de 2 ans auparavant dans les archives poussiéreuses de la cave interdite, les mariages consanguins qui se répétaient mécaniquement depuis 2 siècles entiers, les documents soigneusement cachés qui prouvaient tout, les conséquences médicales absolument dramatiques et irréversibles sur la descendance innocente. Marguerite l'écouta avec une horreur et une indignation croissante, se remémorant soudainement avec une clarté nouvelle toutes les pressions psychologiques intenses qu'elle avait subies dans sa jeunesse pour épouser son cousin selon la volonté familiale implacable. « J'ai eu absolument raison de fuir cette maison maudite quand j'en ai eu l'opportunité, » dit-elle finalement d'une voix blanche et tremblante. J'ai senti instinctivement et viscéralement que quelque chose n'allait profondément pas dans cette famille dysfonctionnelle, mais je n'imaginais même pas dans mes pires cauchemars que c'était à ce point systématique et horrible. Mes 4 enfants sont tous parfaitement sains précisément parce que j'ai courageusement épousé un homme complètement sans aucun lien de parenté avec notre famille. Regarde la différence frappante, Cécilia. Cette conversation capitale et émotionnelle marqua le début décisif d'une alliance secrète mais solide entre les 2 femmes déterminées. Marguerite, forte de son expérience précieuse du monde extérieur et de ses nombreuses relations lyonnaises dans les milieux juridiques et médicaux progressistes, accepta immédiatement et sans hésitation d'aider Cécilia dans sa lutte apparemment impossible contre les traditions familiales mortifères.
Elle commença méthodiquement par prendre contact confidentiel avec des avocats de sa connaissance personnelle, s'informant discrètement mais systématiquement des recours légaux possibles contre de telles pratiques manifestement criminelles et immorales. Mais Raphaël, homme naturellement méfiant et habitué à contrôler absolument tout dans son domaine, ne tarda pas à soupçonner la complicité évidente qui s'était rapidement établie entre sa femme vulnérable et sa sœur rebelle revenue au bercail. Un soir glacial de novembre, il les surprit brutalement en grande conversation animée dans la bibliothèque, penchés intensément sur des documents juridiques que Marguerite avait fait venir secrètement de Lyon par courrier confidentiel. Sa colère volcanique explosa alors avec une violence verbale absolument inouïe qui fit trembler les murs centenaires du manoir. « Que signifie exactement cette mascarade inacceptable ?» rugit-il furieusement en arrachant violemment les papiers des mains des deux femmes terrifiées. « Marguerite, tu n'as pas remis les pieds ici depuis 20 années entières et tu reviens uniquement pour semer le trouble et la discorde dans ma maison. Et toi, Cécilia, n'avais-je pas été parfaitement clair sur ce sujet il y a déjà plus d'1 an? Raphaël, écoute-nous attentivement pour une fois, tenta courageusement de plaider Marguerite en se levant pour faire face à son frère, dont le visage était déformé par une rage presque animale. Nous ne pouvons absolument plus fermer hypocritement les yeux sur ce qui se passe dans cette famille depuis trop longtemps. Regarde véritablement tes propres enfants, Raphaël. Regarde-les vraiment pour la première fois de ta vie. Mes enfants se portent parfaitement bien compte tenu des circonstances, hurla-t-il avec une conviction qui sonnait de plus en plus faux et désespéré, mais sa voix manquait tragiquement de la moindre conviction réelle. Ah, vraiment ? Rétorqua Marguerite avec une assurance et un courage que sa belle-sœur ne lui connaissait absolument pas auparavant. Michel a 12 ans, ne sait toujours pas lire le moindre mot, et peine terriblement à articuler correctement les phrases les plus simples qu'un enfant de 5 ans maîtrise facilement. Isabelle souffre atrocement chaque jour davantage de sa déformation dorsale progressive qui la condamne à une vie de douleur constante. Gabriel et Sophie s'essoufflent dramatiquement après avoir simplement traversé une pièce tellement leur cœur mal formé peine à pomper suffisamment de sang. Laure vit complètement isolée dans un monde de silence total et se fracture un os à la moindre chute insignifiante. Et tu oses prétendre que tout cela est normal et acceptable ? Raphaël frappa violemment du poing sur le bureau massif avec une force telle que l'encrier de cristal se renversa complètement, répandant son contenu noir comme une plaie ouverte sur les documents précieux. Tais-toi immédiatement, tu ne comprends absolument rien à nos responsabilités familiales ancestrales. Notre famille a glorieusement survécu 3 siècles entiers grâce précisément aux décisions courageuses et visionnaires de nos ancêtres respectés. Nous sommes immensément riches, extrêmement influents dans toute la région, universellement respectés par tous. Et complètement maudits jusqu'à la moelle, cria soudainement Cécilia, poussée finalement à bout par l'aveuglement obstiné et criminel de son mari. Nous sommes absolument maudits, Raphaël. Combien d'enfants innocents devront encore payer le prix monstrueux de ton orgueil démesuré et de ta cupidité sans limite? Le silence pesant qui suivit cette accusation déchirante fut brutalement rompu par un bruit inquiétant et glaçant. Cécilia porta soudainement les 2 mains à son ventre énorme, le visage instantanément contracté par une douleur atroce qui la fit gémir comme un animal blessé. « Quelque chose ne va vraiment pas du tout », murmura-t-elle d'une voix blanche de terreur. « Le bébé, je crois que je perds le bébé !» Marguerite se précipita immédiatement vers elle, tandis que Raphaël restait complètement figé comme une statue de sel, son visage passant rapidement de la colère explosive à l'inquiétude, puis à quelque chose ressemblant vaguement à de la culpabilité refoulée. « Vite! Il faut absolument appeler en urgence le docteur Fontaine !» s'écria Marguerite d'une voix paniquée. Docteur Fontaine arriva effectivement moins d'1 heure plus tard, en conduisant sa calèche à bride abattue dans la nuit froide, mais il était malheureusement déjà beaucoup trop tard pour sauver l'enfant. Cécilia avait fait une terrible fausse couche,
perdant définitivement l'enfant qu'elle portait depuis 8 mois dans des circonstances particulièrement traumatisantes. L'émotion violente de la dispute conjugale, le stress psychologique accumulé sans relâche pendant de longs mois d'angoisse permanente, la pression constante et écrasante, absolument tout avait tragiquement contribué à cette perte dévastatrice. Tandis que le médecin s'occupait professionnellement de Cécilia dans sa chambre, administrant des calmants et tentant de stopper l'hémorragie importante, Marguerite prit fermement Raphaël à part dans le couloir faiblement éclairé par des bougies vacillantes. « Tu vois maintenant ce que tes obsessions malsaines et ton refus de regarder la réalité en face ont directement provoqué ?» attaqua-t-elle sans ménagement aucun. « Ta femme vient de perdre son enfant uniquement à cause de la pression psychologique insoutenable que tu exerces constamment sur elle depuis des années. » Raphaël, pour la toute première fois depuis le début de cette affaire cauchemardesque, sembla réellement ébranlé dans ses certitudes absolues. La perte brutale de cet enfant le touchait manifestement beaucoup plus profondément qu'il ne voulait l'admettre publiquement devant sa sœur, qu'il méprisait. « Ce n'est vraiment pas de ma faute directe, » balbutia-t-il pathétiquement, son arrogance habituelle s'effritant visiblement comme un masque qui tombe. « Alors de qui exactement ?» attaqua impitoyablement Marguerite, qui ne lui laisserait aucune échappatoire. « De Cécilia, qui ne veut simplement plus voir souffrir horriblement ses enfants innocents, du docteur Fontaine, qui tente désespérément de les soigner du mieux qu'il peut avec les moyens limités dont il dispose, ou peut-être de moi qui ai eu l'audace impardonnable de revenir témoigner concrètement qu'une autre vie familiale était effectivement possible loin de cette malédiction. » Docteur Fontaine les rejoignit finalement dans le couloir obscur, le visage extrêmement grave et profondément marqué par l'épreuve qu'il venait de vivre. Madame Valmont se repose maintenant sous sédatifs puissants, mais elle a perdu une quantité très préoccupante de sang. Il faudra probablement plusieurs semaines, voire des mois, pour qu'elle récupère complètement, tant physiquement que psychologiquement, de ce traumatisme majeur. Il regarda alors Raphaël directement et intensément dans les yeux, avec une fermeté professionnelle qu'on ne lui connaissait pas habituellement. « Monsieur Valmont, je pense très sincèrement qu'il est grand temps d'avoir enfin une conversation parfaitement franche sur l'état réel de votre famille. En tant que médecin attitré de cette famille depuis maintenant 15 années complètes, j'ai pu observer minutieusement l'évolution inquiétante de vos enfants. Ce que je vois et documente m'inquiète très profondément d'un point de vue médical et éthique. » Raphaël voulut immédiatement protester avec véhémence, mais le médecin l'interrompit autoritairement d'un geste ferme de la main qui n'admettait aucune contestation. « Laissez-moi terminer mon propos, s'il vous plaît. J'ai établi des contacts professionnels à Paris avec des confrères hautement spécialisés dans les maladies héréditaires qui représentent le futur de la médecine. Ils s'intéressent scientifiquement au cas médical exceptionnel de votre famille, non pas pour vous nuire personnellement ou détruire votre réputation, mais pour comprendre les mécanismes et peut-être développer des traitements qui pourraient aider vos enfants et d'autres dans des situations similaires. Des contacts à Paris ? » La voix de Raphaël était soudainement devenue dangereusement menaçante, son instinct de protection territoriale reprenant instantanément le dessus sur son moment temporaire de vulnérabilité. « Qu'avez-vous exactement raconté à ces gens sur ma famille et mes affaires privées ? Uniquement la vérité médicale objective et scientifique, Monsieur Valmont, rien d'autre que des faits cliniques vérifiables, » répondit calmement le docteur Fontaine, sans se laisser intimider le moins du monde. Raphaël serra violemment les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent dangereusement, mais Marguerite s'interposa courageusement entre les deux hommes. « Raphaël, arrête immédiatement cette attitude. Tu ne vois donc vraiment pas que le docteur essaie sincèrement d'aider tes enfants qui en ont désespérément besoin. Mes enfants n'ont absolument besoin de l'aide charitable de personne, et certainement pas de médecins parisiens prétentieux qui ne connaissent de strictement rien à notre histoire familiale et à nos traditions ancestrales, » rétorqua-t-il avec une obstination qui confinait à la folie pure.
Docteur Fontaine soupira alors très profondément, réalisant pleinement l'ampleur monumentale du déni psychologique dans lequel cet homme s'était enfermé volontairement. Monsieur Valmont, permettez-moi de vous poser une question fondamentale qui devrait vous faire réfléchir sérieusement. Si vous aviez le choix impossible entre préserver intégralement votre immense fortune familiale et sauver concrètement la vie et la santé de vos enfants innocents, que choisiriez-vous honnêtement? La question resta suspendue dans l'air lourd et vicié du couloir faiblement éclairé par les flammes tremblantes des candélabres muraux. Raphaël ne répondit absolument rien, mais son silence éloquent en disait infiniment long sur ses véritables priorités et sur l'échelle de valeurs profondément corrompues qui guidait toutes ses décisions. Cette nuit fatidique, tandis que Cécilia se remettait lentement et douloureusement de sa fausse couche traumatisante, Marguerite prit une décision capitale qui allait irrémédiablement précipiter tous les événements futurs. Elle écrivit une très longue lettre extrêmement détaillée à ses contacts lyonnais les plus influents, leur demandant expressément de transmettre rapidement l'information complète aux autorités médicales et judiciaires compétentes. Il était définitivement temps que l'affaire scandaleuse des Valmont sorte enfin de l'ombre étouffante où elle croupissait depuis trop longtemps. L'hiver de 1847 à 48 fut indiscutablement le plus rigoureux que la région de la Loire avait connu depuis plusieurs décennies mémorables. Mais le froid glacial qui régnait maintenant dans les couloirs interminables du manoir Valmont n'avait absolument rien à voir avec les températures extérieures polaires. Raphaël avait complètement cessé d'adresser la moindre parole à sa sœur Marguerite et ne parlait à sa femme Cécilia que par stricte nécessité pratique, transformant l'atmosphère familiale en un enfer psychologique irrespirable pour tous les habitants de cette demeure maudite. Les enfants, sentant instinctivement la terrible tension émotionnelle des adultes qui les entouraient, devinrent progressivement de plus en plus agités et difficiles à gérer au quotidien. Michel fit plusieurs crises d'épilepsie particulièrement violentes et prolongées qui nécessitèrent l'intervention urgente du docteur Fontaine à chaque fois. Isabelle se plaignait maintenant constamment de douleurs dorsales absolument insoutenables qui la faisaient hurler de souffrance pendant des heures entières. Gabriel et Sophie développèrent des complications cardiaques supplémentaires si alarmantes que le médecin dut les mettre sous surveillance médicale permanente jour et nuit. Le petit Alexandre, maintenant âgé de 9 mois seulement, présentait des signes de retard de développement de plus en plus inquiétants et indéniables. Il ne tenait toujours pas assis seul, sans support, et ne prononçait aucun son articulé, même approximativement. Docteur Fontaine, en l'examinant minutieusement, découvrit également des anomalies neurologiques subtiles qui l'inquiétaient très profondément pour l'avenir de cet enfant. « Il faut absolument agir maintenant sans plus attendre », dit-il fermement à Marguerite lors d'une de leurs nombreuses conversations secrètes dans le salon de musique devenu leur quartier général conspiratif. Ces enfants ont désespérément besoin de soins médicaux hautement spécialisés que je ne peux malheureusement pas leur apporter ici avec mes moyens limités. Et surtout, il faut impérativement empêcher que,